Bien, il est temps de commencer. Alors, je rappelle qu'on regarde l'équation que j'ai appelée WM qui est celle-là, qui est dTu égale d, etc. Alors, comme on a vu lors de la première séance, on a des solutions stationnaires, plus ou moins Q lambda 0, et éventuellement constaté par un multiplié de pi, où Q lambda c'est égal à 2 arc tangent R divisé par lambda K, donc le même profil avec un changement d'échelle. Et je rappelle ce que j'avais dit, je ne l'ai pas tout à fait démontré. Mais bon, je rappelle que c'était lié à l'histoire du changement de variable R puissance K égale exponentielle X, et avec ça on obtient tout ça facilement. Et donc que Q lambda c'est un objet qui relie 0 à pi en minimisant l'énergie potentielle. Voilà, et donc l'énergie potentielle, c'est quoi? L'énergie potentielle, c'est la partie dRu plus k carré f carré sinus u carré de l'énergie totale qui est ça plus dTu au carré qui est l'énergie cinétique. Bien, et cette énergie potentielle elle est égale, on peut calculer 4 kpi. Et on a le théorème suivant: si U dTu est une solution forte dans la classe d'énergie finie. Non, pas forcément, oui, c'est qui va dans l'espace d'énergie E de WM, et l'énergie de cette solution, qui est l'énergie qui est conservée évidemment, qui est plus petite, strictement plus petite que 8 fois kpi. Alors U dTu existe pour tout t et se disperse dans les deux directions du tout. Donc je rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière. Et la semaine dernière, on a vu que si cette solution U dTu est bornée dans E, la norme E, alors, alors il y a la même conclusion. Donc la solution existe pour tout temps et se disperse dans les deux directions du temps. Donc je vais dire d'abord comment on obtient ça, ce que j'avais promis la semaine dernière, comment on obtient ce résultat-là à partir de celui-là. Donc ça repose sur la structure variationnelle. Tout simplement, j'ai une proposition. C'est que si, pour un temps donné, j'ai un élément de... j'ai appelé ça lemme ici. Lire lemme. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de définir une chose. Donc j'ai introduit un objet qui sera ma distance d'une deux bulles. Donc je rappelle qu'on parlait de deux bulles lors de la première séance. Je vais définir le nombre suivant pour U0 point dans E. J'ai défini distance plus ou moins U0 point comme infimum sur lambda mu strictement positif de quoi? De la distance de U0. Donc j'ai plus ou moins ici, je vais mettre moins plus ici, Q lambda moins Q mu. Donc ça sera la première coordonnée. La deuxième coordonnée, ça sera U0 point en E plus lambda divisé par mu et puissance K. Et là, je peux mettre au carré. Le carré, la puissance K, ce n'est pas très important ici. Ce qui est important, c'est que D... donc, c'est quoi la signification de ça? La signification, c'est que D plus petit, ça veut dire U0 point est proche
d'une deux bulles positives. Voilà, donc je rappelle, deux bulles positives, c'est une chose comme ça, Q lambda très concentré, et ensuite moins Q mu moins concentré, comme ça. Et ça, c'est une deux bulles positive, et on voit que c'est ça, non, parce que lambda divisé par mu, si c'est petit, alors les deux doivent être petits, donc ça veut dire lambda beaucoup plus petit que mu, et U0, U0 point proche de cet objet-là. D'accord ? Et je définis aussi, ça, le dessin, on n'a pas besoin. Je définis D, la distance d'une bulle, c'est simplement minimum, donc proche soit d'une positive, soit négative. D plus, donc minimum de 2 plus D moins. Et avec cette préparation, j'ai le lemme suivant. Et pour tout M, il existe epsilon 1 égale epsilon 1 M et epsilon 2 tel que si la distance d de U0, U0 point est plus petite que epsilon 1, alors et la norme E est grande, et si, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, si énergie de U0 point est plus petite ou égale à cette valeur, 8 kpi, et ça, la norme est grande, alors il y a ça, mais avec epsilon 2. Donc ça veut dire sous la contrainte, donc ce que ça signifie, c'est que les deux bulles ont la norme E grande, donc ça c'est le premier point, et si je suppose en plus que l'énergie est plus petite ou égale à la cette valeur critique, alors c'est équivalent en fait. Donc la norme est petite si et seulement si la distance est grande. Et donc ça, je ne vais pas faire la preuve, elle est facile à faire, et la raison, et c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, que c'est E relie de manière la plus économique 0 à pi. Donc, et ça coûte l'énergie 4 kpi. Donc, preuve, je vais juste faire en une ligne, c'est que si la valeur absolue de U est plus petite que pi, pi moins epsilon, alors sinus U, c'est la même chose qu'à une constante qui dépend de epsilon, près qui dépend de epsilon que U. Donc la seule possibilité et mon énergie, ça me contrôle sinus U. Donc aussi longtemps que ma solution est loin de pi ou moins pi, c'est la même chose que la norme d'énergie. Et donc, la seule possibilité où ça va mal, c'est que la solution se rapproche de pi. Mais si je suppose que l'énergie est plus petite ou égale à 8 kpi, alors je dois avoir exactement la forme de Q pour me rapprocher de pi, parce que c'est la manière la plus optimale. La manière optimale, oui. Merci.
Bien. Et donc, c'est ça qui montre la proposition. Et de ça, j'obtiens le théorème. Comment j'obtiens le théorème? Eh bien, si l'énergie est strictement plus petite, alors en particulier, j'ai le deuxième cas. Et si j'ai le deuxième cas et l'énergie est strictement plus petite, alors la distance ne peut pas être arbitrairement petite parce que l'énergie de la deux bulles, c'est 8 capi. Donc je ne peux pas être à epsilon proche d'une deux bulles avec epsilon arbitrairement petit. Donc ça veut dire qu'il y a un certain epsilon pour lequel D est toujours plus grand que epsilon. Et alors du deuxième point, il résulte que la norme E, c'est plus petit que M. Donc la solution est bornée. Et donc, de mon théorème de la semaine précédente, il résulte que la conclusion. Il faut que j'écrive ça, non? Voilà, donc j'ai mentionné, j'ai fait la semaine dernière cette preuve que j'ai dit, il y a deux approches alternatives. J'ai fait cette approche qui est peut-être un peu plus robuste à mon avis parce qu'elle ne requiert pas qu'il y ait vraiment l'énergie. Donc on peut faire ça même quand on travaille au niveau de régularité où il n'y a pas d'énergie par exemple. Et aussi, je ne cacherai pas, j'avais envie de comprendre cette deuxième méthode parce que j'étais plus habitué à l'autre méthode. Et l'autre méthode, c'est, donc je vais dire rapidement, parce que ça va vraiment me prendre pas longtemps, je pense, à quoi consiste cette deuxième méthode. Donc, il existe une approche alternative. Ah oui, oui, d'accord. Donc, preuve de ça corollaire. Preuve du théorème 1. Théorème 1. Et donc, ce qu'il faut vérifier, c'est qu'il existe, je prétends qu'il existe si énergie, donc je vais appeler ça serait énergie de ma solution. Donc ce que je dis, c'est que si E est strictement plus petit que 8 fois kpi, alors il existe epsilon qui dépend de E tel que distance pour tout temps, distance de U dtu. C'est stationnaire en fait, donc c'est mieux de mettre ici U0, U0. Il n'y a pas d'évolution ici, c'est purement variationnel. Si énergie est strictement plus petit que ça, alors ici il existe epsilon tel que la distance est plus grande que epsilon. Mais c'est parce que quand on calcule l'énergie donc l'énergie non linéaire de cette deux bulles et la limite quand lambda est beaucoup plus petit que mu de q lambda moins q mu 0, on obtient 8 fois kpi. On obtient ça parce que chacune prend 4 capi d'énergie et les échelles sont découplées asymptotiquement. Donc, on fait des inégalités ponctuelles et on estime les termes croisés, etc. Et on obtient ça. Et donc, si j'ai ça, et si en plus je demande que U0 point à la fois soit proche de ça et les échelles sont découplées, alors en utilisant l'inégalité triangulaire, je vais obtenir une contradiction. Donc je disais approche alternative, c'est de montrer
c'est de montrer l'expansion de Pythagore pour l'énergie non linéaire. Il repose sur le lemme. Et si U0n, U0.n, suite dans E, et qui admet une décomposition en profil, profil linéaire ou non linéaire, parce qu'on va s'intéresser juste au temps 0, donc c'est pareil, décomposition en profil, disons VJ, VJ point les profils, WNJ, WNJ point reste. Alors, et lim, quand J tend vers infini, de lim sup de quand n tend vers infini de énergie de U0n, U0n point, et moins la somme des énergies des profils moins la norme, et là pour le reste, je prends juste la norme linéaire, WNJ point au carré, et c'est égal à 0. D'accord, donc c'est une sorte d'extension de Pythagore, c'est que l'énergie de la donnée initiale, c'est égal à la somme des énergies des profils plus énergie linéaire du reste. Et donc, je vais montrer la preuve, une preuve, parce qu'en fait, ce lemme-là, Koenig-Merle, il dit c'est trivial. Et après, moi, je n'étais pas tout à fait convaincu. Et après, je regarde un papier aléatoire et ça prend 2 pages et après, les détails sont laissés au lecteur. Donc, on s'y dit. Bon, et après, mais je suis d'accord, je pense que c'est trivial, en effet. Donc, je vais montrer pourquoi. Mais les gens font parfois pour J fixe. Et donc pour J fixe, je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est trivial pour J fixe, mais je pense que c'est trivial quand on prend la limite quand J tend vers plus infini. On verra. Preuve. Alors. Donc, je prends la partie non linéaire de l'énergie. Parce que pour la partie linéaire, j'ai une décomposition de Pythagore même pour J fixe. Donc, en particulier, en limite, quand J tend vers plus infini. Et donc, ce qu'il me faut faire, c'est de regarder la décomposition de Pythagore de l'énergie non linéaire. Qui est donc pi k carré intégrale de 0 à infini sinus u carré moins u carré divisé par r carré r dr, partie non quadratique de l'énergie. Et donc, ce qu'il faut que je montre, c'est il faut montrer que
Et la même chose pour E tilde. NJ en 0, ça est égal à 0. Alors pourquoi je suis passé de VJ à VNJ? C'est parce que là, j'avais le droit d'écrire VJ parce que c'est l'énergie qui est conservée pour le profil non linéaire. Ici, je regarde la partie non quadratique de l'énergie, il n'y a aucune raison que ce soit préservé. Donc maintenant, je prends seulement en temps 0 et je calcule l'énergie. D'accord? Et je n'ai pas mis le reste parce que pour le reste, je prends juste la partie quadratique là-bas. Donc ça disparaît. Il n'y a pas de partie non quadratique dans ma formule à droite. Donc c'est ce qu'il faut montrer, c'est équivalent à ce qui est annoncé. Donc comment je démontre ça? Je considère la décomposition de U0n en profil centré. Et donc, juste changement d'échelle. C'est-à-dire pour le groupe qui est juste un paramètre de changement d'échelle. U0n égale. Ce sont donc d'autres profils, U tilde J remis à l'échelle, lambda NJ, plus le reste. Et ce qu'on sait de ce reste, c'est qu'il tend vers 0 quand en L infini. C'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Donc maintenant, en utilisant des inégalités ponctuelles, donc l'inégalité que j'utilise ici, pour être concret, c'est celle-là. Et la partie non quadratique, carré moins qui est facile à démontrer et je ne vais pas le faire ici. Avec alpha, je prends alpha égale la somme des profils et bêta égale le reste. Uj lambda nj et bêta égale le reste. Je vais obtenir lim sup lim sup de quoi? De énergie E tilde de U0n moins énergie tilde de la somme ça c'est égal à 0. Et pour l'instant, j'ai énergie de la somme, pas la somme des énergies. Pour l'instant, parce que j'ai pris alpha égale la somme. Et d'accord, c'est parce que ici j'ai des choses qui sont quadratiques, donc je vais utiliser l'expansion de Pythagore pour avoir une borne uniforme en J, pour ce qui est dans les parenthèses, et après pour bêta, ça converge vers 0 en l'infini. Donc uniforme pour la première parenthèse et convergence pour le facteur, donc j'obtiens la convergence. Et et ça donne ça. Et maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour J fixe, j'ai limite quand n tend vers infini de énergie tilde de somme de VJ lambda NJ moins somme des énergies
Somme des énergies. Là, c'est invariant par changement d'échelle, donc je peux laisser comme ça. Égal à 0. Et ça, c'est par approximation comme le même type d'argument qu'on a vu. Approximation par des fonctions à support compact, etc. Voilà, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que j'ai juste certains profils. Ici, bon, ce n'est pas tout à fait la même chose que ça. Mais qu'est-ce qu'on peut observer? S'il y a des profils qui ne sont pas des ondes centrées, ça ne contribue pas, c'est 0. Parce que des ondes qui sont sortantes ou entrantes, ça disperse. En L infini, ça tend vers 0. Et donc, la partie non quadratique, on peut voir facilement que c'est 0. Et ça finit la preuve, effectivement. Donc, je prends... Parce que pour les ondes centrées, on a montré l'expansion. Et donc, à chaque fois, pour montrer ça, à chaque fois que je vois un profil, si c'est une onde centrée, alors c'est bon, ça rentre dans le calcul ici. C'est une onde sortante ou entrante, j'oublie, c'est 0. Et ça finit vraiment la preuve. Voilà, donc si on croit à ça, alors ça nous donne une autre possibilité de mener la partie concentration-compressité et pour démontrer directement le corollaire, donc quelque chose qui est un peu plus faible que ce que j'avais démontré. Et notamment dans la partie où on montre l'existence d'un élément comment j'avais appelé ça, existence de l'élément critique, et à chaque fois on a besoin de démontrer qu'il y a un seul profil et le reste tend vers 0 dans E. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on considère le niveau critique de l'énergie non linéaire. Donc je prends sup, E étoile sera défini comme sup des énergies pour lesquelles il y a dispersion et existence globale et dispersion. Et après, quand je prends une suite des solutions qui convergent, dont les énergies convergent vers cet élément critique, on voit ici que je ne peux pas avoir de profil non nul parce que l'énergie serait strictement plus petite que ce niveau critique d'énergie, donc il y aura dispersion. Et aussi que le terme en énergie converge vers 0. Voilà, donc je passe les détails parce que c'est vraiment exactement la même preuve que... Donc les étapes sont exactement les mêmes, sauf qu'on regarde l'énergie non linéaire au lieu de regarder l'énergie linéaire. Et voilà, donc les deux approches sont intéressantes à mon avis, et les deux donnent des résultats similaires, mais pas tout à fait les mêmes. Bien, donc à partir de maintenant, je regarde le cas énergie dTu égale à 8kπ. Donc j'ai un deuxième corollaire. J'ai un deuxième corollaire. J'ai soit U dTu une solution forte dans la classe d'énergie et énergie égale 8 fois kπ. Alors, ce que je pense, c'est que si U ne disperse pas pour les temps positifs, alors il existe
une suite Tn qui converge vers T+, et telle que la limite de la distance d'une deux bulles au moment Tn est égale à 0. Donc la seule possibilité de ne pas disperser pour les temps positifs, pour une solution qui a ce niveau critique d'énergie, c'est de converger vers une deux bulles pour une suite de temps. Et pourquoi? Alors pourquoi ça? Parce que on avait quoi? On avait notre théorème, il nous disait que si la norme E reste bornée, alors il y a existence globale de dispersion. Donc ça veut dire, si je suppose le contraire, ça veut dire que la norme E est non bornée, mais si la norme E est non bornée, alors je regarde ici, ça me dit que D converge et est petit. Donc je prends une suite pour laquelle la norme E tend vers plus infini, ça me donne la suite, ça me donne une suite pour laquelle D, la distance d'une deux bulles, converge vers 0. C'est la preuve. Et maintenant, je pense que j'aurai plus trop besoin de ça. Est-ce que j'ai envie d'expliquer, mais je ne pourrais pas faire toute la démonstration mathématiquement, mais je vais expliquer en mots comment faire la démonstration. Et donc quel est... Ah oui, je rappelle mon objectif. L'objectif, c'est de démontrer un théorème que lui, il a été démontré par moi et par Laurie. C'est que si U dtu alors il y a trois cas. Oui, donc nous on a fait une preuve pour k plus grand que 2. Alors il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est U dtu existe pour tout temps et disperse. Deuxième possibilité, c'est U. Donc je vais utiliser maintenant la notation que j'avais introduite, D. Et j'ai T plus égale infini, T moins égale moins infini. Et lim quand T tend vers infini, donc T plus égale infini, de D, de U dtu égale à 0 et U dtu se disperse quand T tend vers moins infini. Et troisième possibilité, c'est comme 2, mais dans l'autre direction, donc en changeant
en changeant la même chose en changeant t en moins t. Donc, ce que j'ai dit ici, c'est lim.inf. Et lim.inf, ici, ça doit être égal à 0. Ça, on obtient directement comme conséquence de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et le jeu maintenant consiste à bootstrapper ça, améliorer lim.inf vraiment en limite. Et aussi, il faudrait prouver qu'il y a dispersion dans l'autre direction. Alors, l'idée, elle est toute simple, en fait, c'est d'utiliser encore une fois Viriel. Mais Viriel que je rappelle, qu'est-ce que c'est? Donc Viriel, il nous disait qu'on avait cette fonctionnelle de Viriel qui était hi-r, qui est la fonction cutoff avec le rayon R de cutoff, fois dtu rdr u rdr. Et si on dérive ça, ça nous donne approximativement moins dtu au carré. Donc si je rajoute ici dtu au carré, c'était estimé par ce que j'avais noté énergie extérieure, U dtu. Voilà. Et c'est sur ça qu'était basée la deuxième partie de la preuve du théorème, celui-là. Notamment, on a utilisé la compacité pour dire que pour absorber cette erreur, epsilon r, pour dire qu'il est petit. Et donc, pourquoi j'ai envie d'utiliser cette identité de Viriel? Eh bien, donc ici, vous remarquez que je sais déjà que pour une suite de temps, je converge vers une deux bulles. En particulier, mon dtu converge vers 0. Ce que j'ai envie de démontrer, c'est que si je m'approche à une deux bulles, après, il est impossible d'être très proche d'une deux bulles, après s'éloigner d'une deux bulles et de se rapprocher de nouveau d'une deux bulles. C'est ça qui est mon ennemi. C'est mon seul ennemi, en fait. Pour montrer que lim.inf est en réalité la limite, c'est ça que je dois évacuer comme possibilité. Et ça, c'est quelque chose qui a l'air de pouvoir bien nous servir parce que si je suis très proche d'une deux bulles, alors ce terme-là, il est petit parce enfin, petit, il faut faire attention à tous les termes. Formellement, il est petit parce que dtu, il est petit. Donc, j'aurai quelque chose qui est petit. Donc, c'est un argument de convexité. J'ai deux moments de temps où cette fonctionnelle a une valeur petite. Je m'attends à ça. Et après, je m'éloigne d'une deux bulles. Quand je m'éloigne d'une deux bulles, il se passe quelque chose qu'on a vu sur la vidéo. Par exemple, qu'il y a, la solution commence à bouger. Donc, il y a dtu qui commence à être non négligeable. Donc, j'ai l'intégrale de dtu au carré qui est toujours positive. Donc, ça, c'est l'intégrale d'un carré, c'est toujours positif. Je pense que ça sera non négligeable entre les deux temps, si je suppose que ça s'éloigne d'une deux bulles. Et donc, ça ne peut pas être petit aux deux extrémités. C'est ça l'idée de base, comment on évacue cette possibilité de se rapprocher d'une deux bulles, après s'éloigner d'une deux bulles et se rapprocher de nouveau d'une deux bulles. Voilà, donc ce que j'ai dit, un des éléments importants, c'est que si U dtu est loin d'une deux bulles, donc loin d'une deux bulles, ça veut dire loin des sélections stationnaires, ça veut dire que ça évolue. Ça veut dire que ça évolue, donc dtu est non négligeable et alors on s'attend
intégrale entre deux moments de temps, T1, T2, de dtu au carré, RdR dt, et ça sera du même ordre que la longueur de l'intervalle, T2 moins T1. Moi, je m'attendrai à ça, que ça évolue. Donc, en moyenne, à chaque moment du temps, contribue à l'intégrale, et à la fin, j'obtiens la longueur de l'intervalle. Donc, j'ai besoin de quoi pour finir ma preuve? Donc, je vais peut-être faire un dessin un peu naïf, très naïf. Donc, ça sera lambda. Je vais dessiner lambda. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et donc, je me rapproche d'une de bulles, après je me rapproche encore, je me rapproche, et je peux rester pas longtemps au voisinage d'une de bulles, ou je peux rester longtemps. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il me faut montrer deux choses. Alors. Oui, parce que je voulais être plus précis. Je voulais donner un élément de plus de la démonstration pour être plus concret que ce que je veux dire par le fait que ce petit, cette identité, cette quantité. Je voulais être un peu plus précis parce que comme ça, on ne voit pas encore ce qui se passe. Donc, plus précisément, et ça, donc, j'ai mes temps où je me rapproche d'une de bulles, T1, T2, T3, etc., T4. Et ça, c'est beaucoup plus petit que R. Voilà, pour être plus précis. Parce que j'ai dit dtu égale est proche de 0. Mais après, ce qui est important, ce qui était important de la preuve précédente, c'est important aussi maintenant, c'est à quel rayon je prends le cutoff. Donc le cutoff, il faut le prendre en compte. Donc, parce que R, c'est invariant par changement d'échelle. Donc dire petit, ça veut dire pas grand-chose. C'est ça plus exactement. C'est beaucoup plus petit que les rayons sur lesquels je fais mon cutoff. Donc maintenant, il me faut deux choses. Il me faut au moins deux informations. La première information, c'est que la destruction, je vais dire entre guillemets, la destruction d'une de bulles et prend le temps comparable à l'échelle de la bulle la moins concentrée. Pourquoi la moins concentrée? Parce que je vais prendre mon cutoff beaucoup plus loin que... Il est naturel de prendre le cutoff beaucoup plus loin que l'échelle de la bulle qui est moins concentrée, parce que c'est là qu'il n'y a plus rien. Mais avant, ça serait un peu douteux. Et donc R, ça sera un peu plus grand que l'échelle de ma bulle la moins concentrée. Et ça sera beaucoup plus petit que, donc la valeur de la fonction sera beaucoup plus petit que l'échelle de ma bulle la moins concentrée. Donc alors, si mon intégral il est de taille comparable à la longueur de l'intervalle, pour obtenir la contradiction, il faut que cette longueur soit comparable à cette échelle la moins concentrée. D'accord? C'est visible? Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est absorber les erreurs. Donc ça, je ne vais pas
écrire, mais il me faut, dans les deux cas, donc, que ce soit loin de la bulle ou proche de la bulle, il me faut faire quelque chose avec ça. Je ne peux pas faire la même chose que la dernière fois parce que je n'ai pas la propriété de compacité. Et en particulier, ce qui est potentiellement dangereux, c'est des situations comme ça, où ça reste très très longtemps proche d'une bulle. Parce que là, je vais perdre E tend vers plus infini. Je ne peux pas avoir le même type d'argument que j'avais la dernière fois. Et potentiellement, c'est quelque chose qui pourrait beaucoup contribuer à l'erreur. Eh bien, alors je vais commencer par décrire la situation proche de cet T1, T2, proche de la bulle. Les intervalles de temps où je suis proche d'une bulle. Voilà. Donc, modulation de base. Modulation, donc je suis proche d'une bulle. Et à ce moment-là, donc quelque chose est petit, c'est naturel d'analyser ce quelque chose qui est petit. Donc je décompose la solution. Et comme ça, Q lambda T moins Q mu T plus GT, G point T. Donc ici, G point T n'est pas égal à DTG. Mais pour moi, je trouve confortable d'écrire comme ça. Et ça, c'est petit par définition. G point E est petit et lambda T est beaucoup plus petit que mu T. Et donc ce choix il y a des paramètres. Je ne fais pas la démonstration que ça glisse, ce n'est pas très difficile. Mais le choix, il n'est pas unique. Donc, vous voyez que j'ai rajouté deux paramètres. Je n'ai mis aucune condition sur G. On s'attend à ce que... si je bouge lambda un petit peu, ça ne va rien changer. Donc, ce n'est pas unique. On rend unique cette décomposition. En imposant ce qu'on appelle des conditions d'orthogonalité. Des conditions d'orthogonalité. Et moi, je vais prendre des conditions prises un peu au hasard. Je peux prendre des conditions comme ça, Z, et lambda T, et G, T, RDR, égale Z mu, G égale à 0, où les fonctions Z, c'est la fonction Z, c'est une fonction, disons, lisse à support compact dans 0 infini. Et pour que ça marche, il faut demander que Z, produit scalaire avec lambda Q, soit pas égal à 0, par exemple, juste non nul.
Parce que pour démontrer que ça existe et c'est unique, on utilise le théorème des fonctions implicites. Et dans les théorèmes de fonctions implicites, on a une fonctionnelle dont il faut démontrer que la différentielle a le rang maximal. Et c'est ça que donne ce rang maximal. C'est cette condition qui donne le rang maximal. Donc ici, comme je disais, je passe les détails. On peut démontrer que on peut démontrer que ça existe et c'est unique. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire qu'on pourrait voir ça comme un choix des coordonnées. Donc, lambda prime, mu prime, g point, est un choix de coordonnées dans l'espace des phases. Alors, j'ai une information importante, facile à démontrer, mais essentielle pour la preuve. Et c'est que pour tout temps, G point T, la norme de ce terme d'erreur est estimée par lambda t divisé par mu t puissance k. Donc je ne vais pas faire la preuve complète, mais je vais donner des éléments. Alors, par l'hypothèse, on a énergie de U et dTU égale 8 fois kpi. Et je peux montrer voilà, énergie de U dTU égale 8 kpi. Donc, sur la deuxième coordonnée, c'est quadratique directement. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Et ce qu'il faut montrer, c'est donc il suffit de montrer énergie potentielle, parce que la partie cinétique, c'est facile, c'est juste quadratique, il n'y a rien là-bas. L'énergie potentielle de Q lambda moins Q mu plus G, c'est égal au plus grand plutôt que 8 kpi moins une certaine constante grande potentiellement de lambda divisé par mu et puissance k plus petite constante peut-être de G, norme de G au carré. D'accord? Parce que je sais que l'énergie totale, donc de Q lambda moins Q mu plus G point, est égale à 8 kpi. Donc il y a 8 kpi qui va s'annuler et je vais obtenir G estimé par ça. G carré estimé par ça. Ouais. Donc ça, c'est en quelque sorte le nombre qui vient de l'interaction et ça dépend que des échelles. Oui, c'est la. Oui, c'est. E, c'est H, 3L. Et comment on démontre ça? Donc ça, c'est par un développement de Taylor. De Taylor.
parce que le terme par rapport à G, le terme d'ordre 0, c'est énergie de Q lambda Q mu, et ça c'est un calcul explicite, enfin, qui prend un certain temps et un certain effort, mais bon, on y arrive, et on obtient 8 kpi moins une certaine constante dont je ne me souviens pas quelle est la valeur, plus petit o de lambda divisé par mu et puissance k. Et ici, encore une fois, ça aide un peu de faire ce changement de variable r puissance k égale exponentielle x. On se ramène aux fonctionnels qui sont classiques et bien étudiés. Après, j'ai le premier terme du développement. Donc, les termes d'ordre 1 qui est, je vais noter comme ça, donc la différentielle de E calculée en Q lambda moins Q mu intégré contre G. Donc ça c'est ordre 1. Et j'ai le deuxième ordre que je vais noter comme ça, 2 carré, deuxième dérivée de E, calculé, donc la forme quadratique, calculée en Q lambda moins Q mu, appliqué à G. Et là, il se trouve, on peut calculer que cette forme-là, elle est coercive sous ces conditions d'orthogonalité. Il y a des directions dégénérées, mais elles sont interdites par les conditions d'orthogonalité. Et c'est ce qu'on appelle coercitivité, je crois, en français. Coercitivité. Ou coercivité, je ne sais pas. Et ça, c'est négligeable. Il se trouve que c'est négligeable. Et c'est négligeable parce que Q lambda et Q mu, ce sont des points critiques pour E. Donc de E de Q lambda, c'est 0, de E de Q mu, c'est 0. Après, il y a des termes croisés, mais il se trouve que c'est négligeable. Donc c'est ça la preuve de ce lemme. Et je pense que c'est un bon moment pour moi de faire une pause. Et je vais continuer après la pause, 5 ou 10 minutes de pause. Bon, et je reprends, je pense. Excusez-moi. Alors, système réduit. Donc, je dois comprendre en particulier maintenant comment gérer ces intervalles de temps où je suis proche d'une de bulle, et en particulier pourquoi les erreurs ne peuvent pas trop s'accumuler pendant les intervalles où c'est proche d'une de bulle. Donc je vais faire une discussion un petit peu plus générale. Comment se comportent les paramètres lambda et mu quand lambda est beaucoup plus petit que mu et donc G est petit. Donc D est petit, je décompose et je me pose la question, c'est quoi la dynamique, l'évolution des paramètres lambda et mu. Et donc, pour comprendre formellement, après, pour me donner l'idée, est-ce que j'ai l'espoir de finir ma démonstration avant de me lancer dans la démonstration. Et il y a une méthode simple qui s'appelle approximation géodésique ou adiabatique, qui est la suivante. Donc, je regarde une variété M égale Q lambda moins Q mu avec lambda beaucoup plus petit que mu. Et mon information, c'est que mon état est proche de la variété. Et mon but, c'est de comprendre comment évolue lambda mu. Donc, une méthode mais tout à fait heuristique. Il faut justifier après. C'est de dire, je vais regarder le système où je restreins mon flot à la variété. Donc, je force mon état à être sur la variété. Je regarde comment se déplace mon état. Et alors, comment ça fonctionne ?
comment ça fonctionne. Donc j'écris le même, donc je calcule le Lagrangien en chacun de ces points. Parce que c'est ça c'est comme ça qu'on calcule la restriction d'un système mécanique à une sous-variété, c'est d'utiliser le même Lagrangien sur cette sous-variété. Donc je fais ça. Alors, donc je calcule l'énergie cinétique, c'est si mon état il est ça, donc si U de t égale Q lambda t moins Q mu t, alors je calcule l'énergie cinétique 0 infini dtu t au carré RdR, c'est égal à lambda prime au carré plus lambda mu prime au carré fois la norme L2 de lambda Q au carré, RdR, plus des termes négligeables, enfin des termes qui sont beaucoup plus petits que ça. C'est juste la dérivation par rapport à t plus chain rule qui dit ça, qui me dit ça. Et alors, c'est quoi le problème de k égale à le problème de k égale à 1, c'est ça. Donc pour k égale à 1, c'est égal à infini. Pour k égale à 1, c'est égal à infini. C'est possible d'adapter la méthode, mais il y a c'est un peu compliqué. Donc ça a été fait l'année dernière par Casey Rodriguez. A tout fait pour résolu toutes les difficultés qui sont liées à ce cas, mais moi je vais pas rentrer dans les détails. Évidemment, ici, je fais les cas plus simples. Et donc pour k plus grand que 2, je peux calculer ça. Sinon, si k est au moins 2, je trouve avec la méthode d'intégration préférée, avec votre méthode préférée de calculer les intégrales, on trouve 2pi divisé par sinus pi sur k. Alors, donc ça, c'est l'énergie cinétique. L'énergie potentielle, je peux calculer aussi pi infini de dru carré plus k carré r carré sinus u au carré, RdR, égale à deux énergies de Q, donc 8 fois kpi, moins 16 pi k lambda divisé par mu puissance k, plus des termes plus petits, beaucoup plus petits que celui-là. Donc, formellement, mon Lagrangien, c'est lambda prime mu prime, il est égal à intégrale de 2pi. Donc, il faut que je multiplie ça par pi. Donc, ça, il faut multiplier par pi. Et j'obtiens 2pi carré divisé par sinus pi sur k, lambda prime carré plus mu prime carré. Ça, c'est la partie cinétique de mon Lagrangien, et la partie potentielle, moins 2 énergie de Q, moins 8 kpi, mais la constante, ça joue aucun rôle pour le Lagrangien. Donc, je vais oublier, je rajoute juste 16 kpi lambda divisé par mu et puissance k dt. Ça, c'est l'intégrale, parce que l'intégrale par rapport à l'espace, je l'ai prise déjà. Donc, les choses ici, ça dépend que du temps. Et il me reste que les paramètres. Je suis sur la variété. Donc, ça, c'est le Lagrangien pour un système qui vit sur la variété de dimension 2, avec les coordonnées lambda et mu. OK, c'est bon. Et mon système, c'est le système de L'Euler-Lagrange pour ça, qui est
donc équation de Lagrange. Sinus de pi sur k lambda puissance k-1 divisé par pi mu k et mu seconde égale moins k carré sinus pi sur k et lambda puissance k divisé par mu puissance k plus 1. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit interaction attractive. Parce que c'est lambda qui est le plus petit, il accélère, seconde dérivée positive, mu c'est le plus grand, bien. Donc, je me dis maintenant, mes paramètres ont des chances de se comporter comme ça. Alors, est-ce que je fais un commentaire maintenant ou plus tard? Plus tard, peut-être. Pour l'instant, je vais regarder c'est quoi les solutions de ça, asymptotiquement. Donc, ma situation, c'est quoi? C'est que je suis loin d'une bulle, après je me rapproche d'une bulle et je repars vers la région où c'est loin. Donc, à un moment, je deviens le plus proche de la bulle. J'ai effacé mon graphe, mais je prends le minimum quand je passe proche d'une bulle. Et donc, ça veut dire que mes conditions initiales, c'est lambda petit. Disons, si mu est égal à 1 en normalisant, mu est égal à 1 et lambda, ça sera un petit nombre et lambda prime sera égal à 0. À partir de ces conditions initiales, j'ai envie de comprendre à peu près comment évolue le système. Et donc pour l'instant, je vais supposer, pour simplifier, je vais supposer mu de t toujours 1. Toujours 1, je vais dire après pourquoi je peux faire ça. Et lambda 0, lambda de 0, c'est lambda 0 qui est un petit nombre non positif, mais petit, et lambda prime 0 égale à 0. C'est ça mes conditions initiales. Bon, pour k égale à 2, c'est très facile à résoudre. C'est un système linéaire. Donc j'ai lambda seconde égale non positif fois lambda. Donc la solution, c'est cosinus hyperbolique. Pour k égale à 2, la solution, très facilement, on trouve lambda t asymptotiquement égal à lambda 0 fois cosinus hyperbolique de t racine de 4 divisé par pi. 4 divisé par pi, mais je peux trouver aussi des solutions pour k plus grand, mais c'est mieux que bon, je ne vais pas écrire toutes les constantes parce que ça, c'est pas important, mais la formule lambda t, c'est AK pour certaines constantes qui ne sont pas très importantes, moins K-2 divisé par 2, moins BK t, par valeur absolue de t, moins 2 divisé par K moins 2, mais ça c'est valable pour 1 qui est beaucoup plus petit que t, qui est beaucoup plus petit que lambda 0 moins K moins 2 divisé par 2. Et bon, et quelle est la signification de ça, donc de tout ça? Donc ici, je vois que je commence avec quelque chose qui est petit,
Et ça croît exponentiellement, et donc ça devient comparable à 1, donc à mu, en temps, collision en temps d'ordre log lambda 0. D'accord, donc le graphique c'est ça, je suis loin d'une début, ça c'est lambda. Donc je passe proche, ici c'est lambda 0, 0. Je répare, en temps valeur absolue de log lambda 0, j'ai des échelles qui sont comparables à 1. Donc c'est ce que j'appelle collision. Et ici, c'est quoi? Donc, c'est pas tout à fait résoluble, solvable explicitement, mais pour comportement asymptotique, on peut trouver ça. Et ici, je trouve collision en temps d'ordre lambda 0 moins k-2 divisé par 2. Parce que ça veut dire que ça devient comparable à 1, et donc ça veut dire que donc ici AK, BK sont des constantes positives, et si T atteint, donc c'est petit pendant très très longtemps, après la collision se passe assez vite, et T, c'est pour quand les deux termes deviennent comparables, donc T c'est la même chose que lambda 0, doit être d'ordre lambda 0 moins K-2 divisé par 2, ici. Et à ce moment-là, l'échelle devient comparable à 1. Et donc, pourquoi je peux supposer, je suppose pour simplifier mu égale à 1, mais c'est justifié parce qu'on peut vérifier que si donc sur cet intervalle, donc ici, par exemple, j'intègre jusqu'aux collisions, et je regarde l'intervalle jusqu'à la collision, donc pour k égale à 2, ça sera log, pour k égale plus grand, ça sera ce qu'il faut. On peut voir que si on intègre lambda puissance k sur cet intervalle, 2 fois, c'est petit. Donc ça veut dire que mu ne va pas trop bouger. Et donc c'est justifié de supposer juste constant. Et maintenant, ce qui est important pour ma preuve, c'est ces erreurs extérieures sur cet intervalle. Donc ici, j'aurais du mal à contrôler différemment que brutalement mon énergie extérieure, donc mon erreur dans l'identité de viriel. Mais qu'est-ce que je trouve ici? Je trouve énergie R, c'est plus petit que DTU, L2 au carré en particulier. Parce que l'énergie, c'est... Non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. C'est... oui. Oui, on peut voir, mais j'ai oublié exactement comment. C'est que énergie, il se trouve que énergie R, que oui, c'est ça. On trouve ça. Donc 0 à infini de viriel, tout simplement. RDR
c'est plus petit que la norme DTU L2. On peut trouver ça, mais donc j'ai oublié exactement comment. Il faut faire ces dérivations et regarder tous les termes. Désolé, mais j'ai un petit trou de mémoire, je ne me souviens pas. Donc DTU tombe. Oui, si ça tombe ici, j'aurais du mal à estimer ça. Oui, bon, d'accord, désolé, je ne me souviens pas. Mais donc, plus des choses qui en tout cas, ça s'estime par lambda puissance k divisé par 2. Et on peut trouver avec les estimations d'écorsivité et la dérivation. Mais indépendamment de R, en fait. Ici, c'est indépendamment de R. Avec la constante qui ne dépend pas de R. Uniformément en R. Non, il n'y a pas. En fait, il n'y en a pas, oui. C'est mauvais. Mais parce qu'en fait, oui, c'est pour ça que mon mot ici, c'est que U, c'est pas la même chose que G. Si j'avais G, j'aurais des termes G au carré, donc ça serait lambda puissance K. Mais il faut prendre en compte Q lambda et Q mu. Ah oui, donc voilà. Donc si c'était G, alors c'était G au carré, c'est même mieux. Maintenant, j'ai Q lambda moins Q mu dans ma solution. Mais si... oui, donc il faut travailler un petit peu, ça permet d'absorber ces choses. Donc il y a un calcul à faire ici. En fait, on n'obtient pas lambda puissance k, à cause de lambda mu moins lambda... Q lambda moins Q mu. Et ça fait que l'erreur est potentiellement un peu plus grande. Mais en tout cas, on obtient ça si on fait le calcul. Et ce que je trouve de ces solutions ici, je peux calculer que l'intégrale sur cet intervalle de lambda et puissance k divisé par 2, et ça aussi c'est petit. dt, c'est petit. Donc, c'est comme ça que j'absorbe des erreurs sur ces intervalles où je suis proche de la d'une de bulle. Par ce calcul explicite, on estime en fonction de lambda, et après, l'asymptotique de lambda permet de calculer que c'est petit. D'accord ? Donc petit, parce que j'ai supposé mu égale à 1, donc c'est petit par rapport à mu. Si on change l'échelle, ça devient tout est critique. Donc, mais tout est par rapport à l'échelle mu. Donc, je me rapproche de l'échelle 1. Après, il y a la collision qui dure un temps qui est d'ordre 1. Et où dtu, c'est carré, et l'intégrale, c'est d'ordre 1. Donc, il suffit d'avoir une petite valeur, juste petite par rapport à mu, c'est suffisant pour avoir la contradiction après. Alors, c'est... Et voilà, donc ça c'est le deuxième point. J'avais dit qu'il me faut 2 points pour justifier mon schéma de la preuve. Le premier c'était que la collision, que la destruction d'une de bulles prend au moins le temps égal à 1. Ici, je suppose mu égal à 1. Donc ça, plus ou moins, on voit ici de cette analyse que ça devrait être vrai aussi, parce que on peut voir, si je m'intéresse à l'intervalle où lambda est petit, toujours petit, mais commence à être comparable à mu, on verra que c'est le temps d'ordre 1, où ça reste comme ça. Et mon deuxième point, c'était l'erreur. Donc c'est ça c'est ça. Donc j'ai de bonnes chances de réussir ma preuve.
Et pour réussir ma preuve, il faut que je justifie que les paramètres vraiment se comportent comme prédit par le système ici. Et donc, c'est un problème qui est... on pourrait penser à ce problème comme une sorte de mouvement avec un fort potentiel. Donc, il y a un fort potentiel sur des directions transversales G, donc orthogonales à la variété M. Et je dois comprendre les solutions, comment elles passent, elles bougent près de cette variété. Donc, en général, il y a des petites oscillations le long de la variété, quand vous imaginez un système mécanique comme ça. Mais ça n'empêche que la projection, elle se comporte comme le système réduit sous certaines conditions. La condition primordiale pour ça, c'est que le potentiel doit avoir la même tête en chaque point. Si le potentiel, s'il y a des dérivées secondes du potentiel, elles changent le long de la variété, ça, c'est pas vrai, parce que c'est comme si on avait un billard comme ça, donc si on lance un bille comme ça, elle va ralentir en fait. Donc il faut, ça ne va pas marcher. Donc le potentiel doit avoir la même tête le long de la variété, mais pour nous c'est vrai, c'est la criticalité. C'est la criticalité, donc ça me donne encore une fois l'espoir que tout va bien se passer. Et donc la preuve, ça consiste à bien choisir les coordonnées. Donc, mes coordonnées lambda mu en approximation d'ordre 0, disons, c'est bien. Ça me donne les vraies valeurs, les vraies échelles de mes bulles. Mais pour mon système différentiel, c'est pas bien. C'est parce que ça me permet pas de suivre la vraie trajectoire. Donc, les bonnes coordonnées... à mon avis, c'est ce qu'on appelle parfois les formes normales. Donc, formes normales, ça veut dire bien choisir les coordonnées qui font que ce que j'écris le système, ça me rend les mauvais termes suffisamment petits. Donc, bon choix des coordonnées. Je ne dis pas que c'est le seul, mais c'est le choix qu'on a fait et ça a fonctionné. Et donc, je corrige lambda. Au lieu de lambda, je prends lambda un petit peu corrigé. Qui muté, je n'ai pas assez de place ici. Et 1 sur lambda t, lambda plus lambda t gt, RDR. Et B, on introduit une nouvelle quantité qui est moins moins t. Ici, j'ai quelque chose que je mets entre guillemets, lambda 0, g de t, RDR. Donc, ça, c'est une version localisée, donc bornée en particulier, bornée. Opérateur borné qui approxime lambda 0 à l'échelle lambda. Voilà, donc on ne voit pas trop d'où ça sort. Et à vrai dire, je ne pense pas que je puisse expliquer ça. Ça a été trouvé par des essais et erreurs.
Donc, qu'est-ce que ça vérifie, pardon? Donc, avec ce choix des coordonnées, j'ai une proposition. Donc, j'ai une proposition sur tout intervalle de temps où D est petit, donc ma solution est proche d'une de bulles. J'ai les informations suivantes. J'ai xi t divisé par lambda t et moins 1 est beaucoup plus petit que 1. J'ai xi prime t moins bt est beaucoup plus petit que lambda t divisé par mu t. J'aurais dû prendre mu, j'aurais dû être en accord avec ce que j'avais dit, j'aurais dû mettre mu égal à 1 peut-être ici. Donc je vais faire ça. Donc mu... oui. Lambda et mu, c'est les gens qui satisfont ta dynamique ou c'est les lambda et mu que tu as définis à partir de la solution? Lambda et mu, c'est ce qui était défini par les conditions d'orthogonalité naïve, donc un peu n'importe quelle condition d'orthogonalité. Et oui. C'est pas des solutions exactes de ça, c'est des lambda et mu qui viennent de la solution. Ah oui, oui. Donc non, ce n'est pas, c'est les vrais, les vrais paramètres, oui, pour la solution, la vraie solution. Oui. Oui, merci. Donc si je continue de supposer que mu est égal à 1 pour simplifier, et b de t est plus petit que lambda puissance k et t puissance k moins 2, b' t est plus petit que lambda puissance k moins 1, et c'est ça qui est assez important, b' t est plus grand à une constante près que lambda t puissance k moins 1. Donc ce n'est pas tout à fait... je n'ai pas tout à fait les mêmes informations, enfin, ce n'est pas totalement... Bon, on obtient des informations un peu partielles sur le système, mais qui sont suffisantes pour dire qu'en première approximation, ça se comporte de la même manière. Donc, le premier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ai remplacé lambda par zeta. C'est tout aussi bon, c'est en premier ordre, c'est la même chose. Et après, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai remplacé la dérivée de zeta par b. Donc, mes coordonnées, ce n'est plus zeta, zeta prime, c'est zeta b. Donc ça, c'est technique, ça, c'est technique. Et c'est ce qui est important. Zeta prime, je n'aurai pas cette information-là pour zeta prime. Pas pour tout le temps. Alors que pour b, donc b, ça approxime bien zeta prime, mais en plus, j'ai cette information, la positivité de la dérivée. Alors, donc, comment ça fonctionne ici? Donc, si c'est une petite modification de lambda, parce que g est petit, alors b, ça, c'est g point, c'est dtu. Et donc, dtu en première approximation, c'est le mouvement de la première bulle. Donc, c'est lambda prime fois lambda q lambda, donc c'est pour ça que j'obtiens grosso modo la même chose que lambda prime, et lambda prime c'est pas loin de zeta prime, donc c'est pour ça que mais ça c'est une modification importante de ça, donc si je prends que ça, j'aurai rien d'utile dans mon système. Il faut absolument corriger avec un terme qui est quadratique en G, qui on appelle souvent des termes de type viriel ou de termes, donc ce terme-là, quadratique, ça, c'est le terme correctif
On dirait de type viriel ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça, c'est évidemment pas nouveau. Les thèmes correctifs, c'est bien connu dans ce domaine. Mais le plus souvent, c'est quand l'énergie est modifiée. Donc c'est un peu... donc les gens qui font les formes normales, dans d'autres contextes, le plus souvent, c'est les coordonnées qui sont changées, je crois. Donc c'est comme moi, j'ai changé les coordonnées plutôt que la fonctionnelle. Mais parfois, on change la fonctionnelle aussi. Donc je veux dire, dans les deux... toujours pour tous les problèmes où on utilise ce type de manipulation, les deux approches existent. Donc, c'est juste que dans l'analyse de blow-up, dans cette communauté, je pense que là, plus souvent, on change la fonctionnelle d'énergie, moins souvent les coordonnées. Et d'autres communautés, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Plus souvent les coordonnées, moins souvent la fonctionnelle. Mais je ne sais pas. Eh bien, alors donc, pourquoi c'est bon? Donc, je regarde rapidement le cas égale à 2, par exemple. Est-ce que c'est suffisant pour justifier le cas égale à 2? Donc, voyons par exemple k égale à 2. Et donc, le plus simple. Qu'est-ce qu'on obtient? J'obtiens un B' plus grand que zeta. Et j'obtiens B module plus petit que zeta. Parce que lambda et zeta, c'est la même chose, asymptotiquement. Et j'ai zeta' moins B beaucoup plus petit que zeta. Donc si je définis xi égale à B plus C0 zeta, et C0 petit, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai xi' plus grand que zeta, parce que j'ai B' qui est plus grand que zeta, et j'ai zeta' qui est plus petit à une constante près que zeta. Donc si C0 est petit, alors j'obtiens ça. Et ça, c'est plus grand que xi aussi. Et zeta est plus grand que xi. Et parce que B est plus petit que zeta, donc j'obtiens ça. Ouais, c'est bon. Hein. Et voilà, donc c'est bon, j'ai la croissance exponentielle de xi. Ouf. Ça, c'est bon. Voilà. Donc la solution passe. Maintenant, c'est comme ça que fonctionne la vraie preuve. Donc la vraie preuve, on fait ça. On dit U passe proche d'une de bulle. Et à un moment, il y a xi qui atteint la valeur minimale parce que c'est grand des deux côtés et en milieu, c'est petit. Donc on prend ce temps où ça atteint un minimum local. Mais j'ai cette inégalité, donc ça va croître pour les temps positifs. Et d'ailleurs, oui, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait bien parce que... parce que pourquoi j'obtiens psi prime? Oui, parce qu'avant, c'est négatif quand même. Oui, j'ai dû faire une erreur de signe quelque part. Donc, j'ai supposé implicitement quelque part que je regarde pour les temps positifs. Parce que c'est impossible que j'obtienne quelque chose d'ordre premier, comme j'ai fait aucune hypothèse. Oui. Il y a quelque chose qui n'est pas bon quelque part. Ah non, c'est bon, pardon, parce que ça dépend de B. Parce que si xi est négatif, c'est utile si xi est positif.
Alors que si je définis xi comme ça, c'est peut-être négatif si b est négatif. Mais si je regarde, donc je regarde ma situation ici, celle-là, et xi atteint donc xi atteint une valeur minimale. Oui, c'est pas tout à fait xi qui atteint, c'est un peu plus compliqué comme ça, plus compliqué que ça dans la vraie preuve. C'est que zeta atteint une valeur minimale quelque part, et à ce moment-là, b ne peut pas être, peut être un peu négatif, mais pas trop, parce que ça c'est beaucoup plus petit que zeta. Donc, je sais que xi est positif pour ce temps-là. Xi est positif parce que j'ai C0, zeta qui est positif plus b qui n'est pas très négatif, qui est petite constante, un peu négatif, mais négligeable devant la positivité de zeta. Et si je sais ça, alors c'est bon. Alors il n'y a pas de contradiction et vraiment j'obtiens la croissance exponentielle. Et voilà. Et pour K plus grand, on peut faire quelque chose de similaire. C'est un peu plus compliqué, mais j'arrive à justifier le comportement qui a été prédit par le système formel, comme ça. Voilà. Donc ça implique croissance exponentielle. À partir d'un minimum local de zeta. Voilà, c'est pas un minimum local pour xi. Ça ne sert à rien parce que je ne contrôle pas le signe. Mais si je prends le minimum local pour zeta, je sais que xi est positif et ça va croître. Alors, bon, donc maintenant, pendant les 10 minutes qui me restent, je vais parler quand même comment on contrôle les intervalles où je suis loin de la bulle. Donc, parce que j'ai dit que ce sera certainement possible, parce qu'on s'attend à avoir une sorte de compacité, mais bon, il faut démontrer ça. Donc, je note oui, donc il y a un premier fait qui est simple, c'est que j'ai ma solution, donc je regarde une solution qui est d'énergie, pardon, donc ça c'est ma nouvelle section, c'est de nouveau concentration compacité. Au seuil d'énergie. Et donc, je regarde ma solution qui se rapproche à une de bulle. Donc, ça, c'est de nouveau le paramètre lambda. Et j'aurai mes intervalles. Je vais noter là où je suis loin. Je vais noter I, les intervalles I1, I2, I3, etc. Les intervalles où je suis loin. Et ça, je regarde pour les temps positifs. Ça, c'est 0. Et je regarde jusqu'à t+, qui est fini ou infini. Et il y a des choses que je sais. Je peux démontrer. Je peux démontrer, par exemple, que la longueur... Donc, première chose,
c'est que la solution U dTu a la propriété de compacité sur l'union de tous ces intervalles I, J. Donc, le fait que ça a la propriété de compacité sur chaque intervalle, c'est évident, c'est des intervalles compacts. Mais c'est plus fort de dire sur l'union, j'ai la propriété de compacité. Et en plus, si Tn converge vers T+, et j'ai lim sup, mettons Tn appartient à cette union, alors donc j'ai à changement d'échelle près, je converge vers quelque chose, V0, V0 point. Donc ça, c'est la compacité, mais la solution correspondante à V0, V0 point, donc à la donnée initiale V0, V0 point, ne se disperse pas ni pour les temps négatifs, ne se disperse pas pour les temps négatifs ni pour temps positif. Okay. La preuve de ça, c'est je prends une suite de temps où je suis loin d'une de bulle. Et donc je sais que la solution est bornée par le lemme qui était au tout début. Et on décompose en profil non linéaire. Et s'il y avait deux profils qui sont non nuls, alors par ma décomposition de l'énergie non linéaire, je saurais que les deux ont l'énergie strictement plus petite que 8 capi. Donc alors par le théorème qu'on a vu au début aussi de la séance, ça ferait dispersion. Ça se disperserait, tous les profils se disperseraient, donc la solution aussi se disperserait. C'est impossible. Donc ça est pratiquement la même preuve, enfin, preuve très similaire à ce qu'on fait pour la concentration compacité habituelle. Et donc c'est ce qui est pareil, l'erreur doit, pour la même raison, l'erreur aussi doit tendre vers 0. Donc ça c'est la compacité. Maintenant, pour dire que la solution correspond, donc j'ai un seul profil, il faut que je démontre qu'il ne se disperse pas, ni pour les temps positifs, ni pour les temps négatifs. Mais c'est aussi, encore une fois, les arguments qu'on a vus déjà. Si ça faisait dispersion pour les temps positifs, alors la solution elle-même aussi. Et si ça faisait dispersion pour les temps négatifs, alors on aurait la norme de Strickard, c'est fini, sur tout l'intervalle d'existence. Et ça, c'est pas vrai non plus. Donc, voici la raison. Voilà la raison. Et avec ça, je peux montrer que, en fait, cette échelle, donc j'ai l'échelle de compacité nu de T, définie sur l'union de ces intervalles, et il se trouve, j'ai mon deuxième lemme, que nu de Tn, T, est comparable à la longueur de l'intervalle à nu m, que je définis comme la longueur de l'intervalle im. Si T appartient à im. Voilà, donc j'ai cette suite d'intervalles et l'échelle de compacité, elle est très bien identifiée, c'est juste la longueur de l'intervalle.
Et pourquoi c'est le cas? Parce que, imaginons que la longueur de l'échelle de compacité était beaucoup plus, donc que la longueur de l'intervalle était beaucoup plus petite que l'échelle de compacité. Mais la solution bouge, disons, de la valeur minimale que je peux prendre très petite, epsilon, qui est beaucoup plus petit que la valeur où ça rentre en collision. Mais si la longueur de l'intervalle est beaucoup plus petite que l'échelle de la solution, alors ça n'a pas le temps de bouger. C'est ça l'argument. Et inversement, si c'était beaucoup plus grand, alors en prenant une suite après une limite, et on aurait quelque chose qui... Donc si on imagine les intervalles... pardon, ce n'est pas cet intervalle, c'est celui-là, beaucoup plus grand que l'échelle, alors j'obtiens une solution, par compacité, j'obtiens une solution limite, mais cette solution limite ne disperse pas ni pour les temps négatifs ni pour les temps positifs. Donc ça veut dire que ça converge vers une deux bulles, pour les temps positifs et négatifs. Mais on voit que c'est impossible parce qu'ici je suis très loin d'une deux bulles pour tout temps. Donc en prenant la limite, on obtient une contradiction comme ça. Donc intuitivement, si c'est trop court, alors je n'ai pas le temps de bouger, de petit jusqu'à la collision. Si c'est trop long, si l'intervalle est trop long, alors ça ne disperse pas, donc doit converger vers une deux bulles, mais c'est impossible parce que je suis loin d'une deux bulles sur l'intervalle. Et enfin, donc j'ai laissé comme exercice de montrer que ce qui était la question avant, c'est de montrer que si je calcule dtu au carré sur cet intervalle, c'est à une constante près plus long que la longueur de cet intervalle, nu m. Voilà, donc c'est ça la situation. Et ça permet de finir la preuve, parce que donc la situation, c'est que sur chacun de ces intervalles, j'ai l'échelle qui est mu, qui est constante à peu près, sur chacun de ces intervalles. Ça ne veut pas dire que mu ne peut pas bouger quand je me déplace, quand je prends les intervalles de plus en plus loin. Mu n'est pas forcément toujours... peut changer, donc... je ne dis pas que mu sur cet intervalle est comparable à mu qui est sur l'intervalle très très loin. Ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas de raison. Mais sur chacun de ces intervalles, j'ai mu qui est bien défini, qui est l'échelle la plus grande. Après, lambda peut devenir très petit, mais toute l'erreur que je fais s'intègre, s'estime par l'analyse de la modulation. Après, ça rentre en collision. Et j'ai l'échelle de ma solution qui est l'échelle de compacité sur l'intervalle ici, qui est la même que l'échelle de la plus grande bulle avant. Et sur cet intervalle, je fais l'erreur qui est comparable à cette échelle. Voilà. Et donc, si je prends deux temps, donc ici, je suis deux temps où je suis très très proche de la bulle. Donc, voilà, ici est très loin. Et sur chaque passage près d'une deux bulles, j'ai fait une erreur qui est beaucoup plus petite que l'échelle de la région qui entoure. Donc, peut être mangée par l'intégrale de la région qui l'entoure. Et donc, c'est comme ça que j'obtiens une contradiction. Voilà. Ça finit la preuve. Merci.